Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de Pièces et Main-d'œuvre. Bonjour, bienvenue sur Floraison. Vous écoutez Il faut vivre contre son temps, le 3e épisode de la série Face au monde machine, un entretien technocritique au long cours avec les Grenoblois de Pièces et Main-d'œuvre. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, on vous conseille de commencer par le premier pour une meilleure compréhension globale. Dans les premiers épisodes, nous avons vu que la société industrielle et son mode de vie ne convient pas à PMO. Nous avons vu aussi leur méthode de travail, l'enquête critique. Et aujourd'hui, nous allons nous demander ce que peut signifier vivre contre son temps. Bonne écoute. Quand on dit il faut vivre contre son temps, c'est d'abord une mesure de protection, j'ai envie de dire. Prophylaxie. Oui, je voulais pas employer un terme qui semblerait hygiéniste, parce qu'après on nous le reproche. Mais c'est d'abord une mesure de mise à l'abri. Moi je pense que tout simplement si on veut comprendre, avant de penser et d'élaborer des théories éventuellement, mais déjà pour comprendre, il faut faire un pas de côté. Je vois pas comment on arrive à voir les choses si on est immergé. C'est une banalité de le dire, mais si tu veux décrire le cours de la rivière, c'est mieux d'être un tout petit peu au-dessus et d'avoir une vue un peu plus globale. Donc déjà, tu es obligé de t'extraire du cours des choses pour les comprendre. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il se trouve que, bon, vous l'avez compris, le mode de vie, j'ai envie de parler de mode de vie avant de parler de pensée, de notre temps ne nous convient pas. Bon. Donc, moi, vivre avec mon temps, là, tout de suite, là, présentement, ça me demanderait beaucoup de sacrifices, d'efforts et de souffrances, même si vivre contre son temps, c'est compliqué. Hein, non, mais vivre avec son temps, c'est le mot d'ordre du conformisme. Hein. Mais voilà, quand on décortique et qu'on décrit, ça nous est arrivé de le faire, de décrire exactement ce que c'est que vivre en ce temps-là, dans le temps de l'incarcération de l'homme-machine dans le monde machine, pour nous, c'est quelque chose d'invivable. Bon, donc déjà, simplement, c'est essayer de se préserver. C'est pas possible à 100%. Parce que quand on est plongé dans l'eau, on est mouillé. Donc, comme je disais tout à l'heure, on vit à l'époque d'Internet, on vit à l'époque de l'accélération. Et donc, malgré nous, on est quand même pris dans le flot. On vit pas en dehors de notre temps. On n'est pas... C'est ça. Et vivre à essayer de remonter un peu le courant au lieu de le suivre, ce n'est pas s'en extraire complètement non plus, parce que ça n'est pas possible. Et que même les ermites aujourd'hui vivent sous l'œil de Google Earth. Donc, bon... c'est pas possible de s'extraire du monde machine. Alors après, est-ce que c'est penser contre soi-même ? Moi, je crois pas forcément. Au contraire, là pour le coup, il y a une volonté d'être assez fidèle de rester soi-même. À ce qu'on est, de ne pas se laisser complètement manger par l'air du temps. Pour le coup, non, c'est plutôt un souci, je crois, d'essayer d'être fidèle à soi-même en ce qui nous concerne. Après, penser contre soi-même, comme je le disais tout à l'heure, en ce qui me concerne en tout cas, ça a commencé comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'au début... Je trouvais ça d'une subversion épouvantable de dire à bas la recherche, faut arrêter la recherche. Je me disais, t'es sûr quand même, tu vas écrire ça? Et en fait, c'est drôle parce que plus ça allait et plus effectivement, je comprenais la pertinence de dire des choses pareilles. Parce que justement, plus l'enquête, puisque ce que me révélait l'enquête,
au contraire, venait appuyer on pourrait dire le slogan, quoi. Et non l'inverse, encore une fois. Et ça aurait pu être, j'imagine que ça aurait pu être le contraire. Mais bon, vu le cours des choses, c'était à mon avis, on s'est pas trompé. Enfin, ce qui nous frappe maintenant, quand même, quand on relit, et je trouve qu'on le fait même pas assez, quand on relit les textes qu'on a écrits il y a entre 15 et 20 ans, c'est à quel point on s'est pas trompé. Mais même sur la... Pourquoi ? Sur la trajectoire. Parce qu'on décrivait une trajectoire, en fait. Et donc la trajectoire, elle a pas dévié. Mais vraiment, tout ce qu'on décrivait, c'est arrivé. Alors on s'est peut-être un peu trompé sur certains aspects techniques. Par exemple, quand on parlait du puçage universel avec la RFID, c'est pas exactement ça qui s'est produit. Ça se produit, c'est vrai. Mais ce qu'on n'avait pas vu arriver tout de suite, on l'a vu arriver un peu après, c'est le fait que le puçage universel allait se produire par le smartphone. Mais tout ce qu'on décrivait avec la RFID, en fait, se produit avec le smartphone et la trajectoire est exactement respectée, quoi. Juste RFID, tu peux définir ? Pardon, les puces RFID, ça veut dire Radio Frequency Identification, et ce sont des puces communicantes qui ont été beaucoup vantées dans les années 2000. Il s'agissait de réunir sur une petite puce le microprocesseur de la puce et une antenne permettant à la puce de communiquer les données qu'elle enregistrait, soit au passage d'un lecteur, soit directement. Et l'idée était d'en mettre partout. Alors on en met partout de fait, hein. Il y en a dans les animaux d'élevage, dans les animaux domestiques, il y en a dans des tas d'objets, etc. Mais ça s'est un peu noyé dans la connexion généralisée qu'a permise le smartphone. Les deux se cumulent en fait. Hein. Mais bon, bref, ça c'est un exemple, mais pour dire que, en fait, en faisant les liens au départ et en essayant de les relier entre eux pour dessiner la trajectoire, on a essayé de se projeter, on a décrit des choses un petit peu en avant, c'est d'anticiper. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est, je crois qu'on s'était pas trompé. Hein. Enfin, on n'est pas surpris, quoi. Il n'y a rien qui nous surprend, c'est horrible. Et il faut vivre contre son temps. C'était, parmi beaucoup d'autres choses, la façon la plus sommaire de résumer. C'était une devise, quoi. D'ailleurs, on l'a mis en devise du site. C'était la façon la plus sommaire de résumer à la fois une attitude et un objectif. Il n'a jamais été question de vivre hors de son temps. Ça, c'est pas possible. Ce que je voudrais dire, c'est que on n'arrête pas le progrès, il faut vivre contre son temps, très bien. Et quand on dit on n'arrête pas le progrès, moi, pendant des années, je me suis figuré la marche du progrès par cette charge des blindés allemands en juin 40 à travers la France. Ou bien par cette photo de Tiananmen, où tu vois les 3 blindés et le petit bonhomme devant. Tu vois, on n'arrête pas le progrès. Il faut vivre avec son temps. Tu vois. Sinon, tu te fais écraser. Et en fait, récemment, je me suis dit, non, mais c'est pas seulement ça, en fait. J'ai été amené à me figurer cette marche du temps et du progrès plutôt sous la forme d'un tapis roulant. Un tapis roulant, un trottoir roulant où tu serais embarqué. Et avec de chaque côté du tapis roulant, 2 murs, de façon que tu ne puisses pas sortir du tapis roulant. Et donc, tout ce que tu peux faire, c'est soit marcher dans le sens du tapis roulant. Et d'ailleurs, tu as des gens qui arrivent, qui sont pressés et qui veulent aller de l'avant. Ils veulent aller de l'avant, devant, tu vois. Et bon. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est soit tenter de marcher en arrière, soit rester sur place. Marcher en arrière, mais c'est vite fatigant, quoi. Ou te poser, puis on t'enjambe et on t'écrase au passage, d'ailleurs. Hein. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment d'être emporté sur un tapis roulant dont tu ne pourrais pas sortir. Hein. Et donc,
Vivre contre son temps, ça veut simplement dire que tu ne fais pas partie de cette foule de gens pour qui le futur est déjà là. Ou avide d'aller de l'avant. Dans un monde qui bouge. Du coup, moi, ça m'inspire là cette image du tapis roulant, la théorie de l'accélération. Et du coup, ça m'amène à penser ce qu'il y a, selon vous, dans votre travail d'enquête, puisque tout à l'heure on faisait un parallèle entre histoire et enquête, est-ce qu'il y a un sens de l'histoire à ce moment-là ? Et est-ce que ce sens de l'histoire, il y a une prise dessus ? Pour moi, il y en a un, mais c'est d'ailleurs là on renoue avec le fil habituel de nos causeries, puisque en général, quand les organisateurs nous demandent toujours quelques lignes, puis un titre, pour expliquer de quoi on va parler. Et le dernier intitulé auquel on s'est arrêté, c'est « Les aventures de la volonté de puissance ». Les aventures de la volonté de puissance ou l'incarcération de l'homme-machine dans le monde machine. Ça, c'était l'intitulé qu'on utilisait au début, quand on s'occupait des nanotechnologies. Ou technologie, technocratie, transhumanisme, quand on a fait le lien entre la technologie et la classe de la technologie, c'est-à-dire la technocratie, qui est la classe de la puissance, et le transhumanisme comme projet moteur, mobilisateur de la classe technocratique, c'est-à-dire la classe de la technologie, ou, et ça c'était notre dernier intitulé, science, puissance, puissance, pour faire un mot valise, puissance. C'est-à-dire la science en tant que vecteur de la puissance, de la volonté de puissance. Et donc, s'il y a un sens de l'histoire humaine, parlons de l'histoire humaine, moi, autant que je puisse le dire, le formuler, autant que je puisse l'étayer, je dirais que pour moi, l'histoire des sociétés humaines depuis leur émergence, c'est l'histoire de la volonté de puissance des sociétés humaines, volonté de puissance concentrée parmi les éléments de ces sociétés humaines les plus avides de puissance. Alors, si tu parles des clans primitifs, des hordes primitives, des tribus primitives, c'est ce que les ethnologues appellent the strongman, le big chief, le big man, le chef de clan. Et puis après, suivant le développement de ces sociétés et leur histoire, tu as une différenciation en classes, en catégories, et la volonté de puissance est prise en charge par des groupes différents suivant les âges. Voilà. Bon. Je voudrais juste nuancer sur certaines sociétés où le chef, c'est un chef sans pouvoir, sans puissance. Clastre. Voilà. Oui, mais j'ai jamais cru à Clastre. Je sais bien. Il y a plein de copains primitivistes qui disent non, mais il y a de l'espoir. Regardez les Guaranis, regardez tel clan, regardez tel. Moi, j'y crois pas. Je pense pas qu'il y avait des bons sauvages. Je pense qu'il y avait des sauvages. Les bons, s'il y en avait, ont été éliminés par les mauvais de toute façon. Ce qui valide la théorie de l'histoire des mauvais. La puissance permet de l'emporter sur les autres. Et si tu veux, je crois qu'il y a des sociétés qui ont des développements plus ou moins rapides. Alors, évidemment, tu as ce qu'on appelle des isolats anthropologiques. Peut-être chez les aborigènes, en Amérique du Sud, etc. Des sociétés qui ont été à l'écart des autres pendant des millénaires et qui ont connu des développements stationnaires. Parce qu'elles n'étaient pas en communication avec les autres sociétés. Mais enfin, je pense que, grosso modo, on est non seulement différents en tant qu'individus, mais qu'il y en a qui sont plus forts que les autres et qui peuvent faire valoir leur volonté plus facilement que les autres. Voilà. Et je crois que les sociétés humaines sont hiérarchisées.
Les sociétés humaines sont hiérarchisées parce que les sociétés humaines sont organisées. Et tu ne peux pas organiser sans hiérarchiser. C'est-à-dire que la division du travail, la division des tâches, la répartition est inséparable d'un certain degré de hiérarchisation. Bien sûr, mais si vous critiquez la technocratie, c'est bien que vous pensez qu'il y a des types de sociétés différentes où la hiérarchie est plus ou moins prononcée suivant le type d'organisation, que ça a des effets concrets, et que si l'histoire montre que les sociétés les plus puissantes écrasent les autres, ça montre qu'il y a différentes sociétés possibles, mais qu'effectivement, à l'heure actuelle, les plus puissantes gagnent. Si on entend bien ce que tu dis, on voit bien qu'on est dans une forme d'aporie, parce que de fait, si la puissance l'emporte, et c'est ce à quoi on est confronté, nous, hein, même dans la réflexion, enfin, et puis quand on nous somme de dire est-ce qu'il y a une possibilité de s'en sortir, bon, outre le fait qu'on a toujours dit qu'on n'avait pas de solution clé en main, hein. Nous, ce qu'on essaye d'abord, c'est de comprendre. Et justement, ce qui je ne sais pas s'il y a un sens de l'histoire, mais en tout cas, il y a une histoire. Et cette histoire-là, elle nous instruit. Et effectivement, ce qu'elle révèle, c'est qu'à chaque étape, ceux qui auraient défendu un autre modèle moins destructeur, qui proposait d'autres options, enfin, à chaque fois qu'une bifurcation était envisageable, ils ont perdu. Ils ont perdu face à qui ? Face à ceux qui défendaient la puissance, l'efficacité et l'innovation. Bon, et puis après tous les termes que la chose a, tous les mots que la chose a empruntés, mais c'était la même chose au fond. Et donc on est bien obligé, quand on se retourne sur cette histoire, de compter en quelque sorte les points et de se dire bon, à chaque fois, ça n'a pas marché. Et il y a une raison à ça. La raison, c'est que la puissance l'emporte. Et donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est voué à se perpétuer ? En tout cas, pour l'instant, on ne voit pas de chemin qui permette de casser cette sorte de malédiction. Moi, de temps en temps, quand ces choses-là prennent trop de poids, j'aime bien aussi réfléchir en termes d'histoire naturelle. Il y a aussi une histoire naturelle. Et nous sommes le produit d'une évolution. Et l'histoire naturelle nous instruit aussi de ce qui se passe pour les espèces, hein. Les espèces ne sont pas immortelles et elles ont pour le coup une histoire. Il semblerait que l'histoire de l'espèce humaine, ça soit une histoire très étrange du développement de ce cerveau qui lui permet d'agir sur le monde et en même temps de comprendre ce qu'il est en train de faire en agissant sur le monde, mais jusqu'ici, la faculté de compréhension n'a pas arrêté la faculté d'action. C'est toujours l'action qui l'emporte, et probablement que ça répond à des... Oh, je voudrais pas paraître essentialiste. Mais enfin bon, on sait que dans l'histoire de la nature et des espèces, les espèces aussi agissent sans toujours maîtriser ce qu'elles font. Elles sont... Par moments, sur certains points, elles sont agies. Et moi, ce qui me fascine le plus, c'est comment les êtres humains peuvent être agis, en quelque sorte, par leur puissance cognitive, par leur cerveau, et qui, pourtant, devraient aussi être l'outil de leurs limites, de leurs limitations. Et ça, c'est un paradoxe qui ouvre... alors là, tu peux plonger dans des abîmes de réflexion, mais en tout cas, moi, je trouve que décrire l'espèce humaine comme ça permet de se dire que on n'a pas été capable d'un truc. Il y a quelque chose qu'on n'a pas su faire, on ne sait pas faire. Je suis pas sûre qu'on y arrive, moi. Je crois pas qu'on ait le temps. Mais qui est d'utiliser cette partie du cerveau qui est d'auto-analyse, d'auto-réflexion, et donc théoriquement qui permettrait de poser des limites, quoi. Il semble que la puissance l'emporte à tous les coups, quoi.
Je sais bien qu'il y a des copains anarchistes, puis le type qui est mort, la Graber, et d'autres qui ont pondu des gros livres pour faire une histoire de la préhistoire, pour faire une préhistoire, et en reprenant ces thèses-là. Mais ça m'a toujours un peu ahuri. C'est un peu comme Françoise de Bonne parlant des Amazones avant le néolithique. Enfin, il n'y était pas, il n'y a pas de documents. Et les traces archéologiques racontent plutôt le contraire. Quand il y a des traces archéologiques, je veux dire, tu trouves des tombes primitives où tu vois très nettement que les morts n'ont pas le même statut. Et que d'un côté, visiblement, il y avait des esclaves ou des gens de peu, et que de l'autre côté, il y a déjà des chefferies ou des... Alors bien sûr, quand le clan c'est 40 personnes ou 30 personnes, tu vois les pygmées en forêt centrafricaine, ils sont même pas ça. Enfin, ils n'étaient même pas ça. Bon, j'imagine que ça doit pas être très despotique. Mais les pygmées, il y en a plus. Enfin, où ils sont civilisés. Et tu ne peux pas te déciviliser. Et donc, tu es confronté toujours au même paradoxe, c'est que soit tu refuses les moyens de la puissance parce que tu penses qu'ils violent ton éthique ou ta tradition, et dans ce cas-là, tu es écrasé par ceux qui utilisent les moyens de la puissance. Soit tu utilises les moyens de la puissance pour faire jeu égal avec ceux qui veulent te contraindre à utiliser les moyens de la puissance. Et dans ce cas-là, tu as perdu. Mais dans les deux cas, tu as perdu. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode. On a vu que pour PMO, l'histoire humaine, c'est l'histoire de la volonté de puissance. Et on reviendra plus longuement sur tout ça dans de futurs épisodes. Si vivre avec son temps, c'est partir en quête des moyens de la toute-puissance, vivre contre son temps, c'est sans doute tenter d'y résister. Et on sait à quel point c'est difficile et parfois décourageant. Mais est-on invariablement condamné soit à être écrasé par nos puissants ennemis, soit à devenir comme eux ? Je pense que non, que la résistance est possible, que la civilisation industrielle peut être effondrée pour de bon. Cependant, pièce et main-d'œuvre met en évidence la complexité de la tâche qui attend celui ou celle qui veut véritablement s'opposer au désastre en cours, puisqu'il semble que la puissance l'emporte à tous les coups. En tout cas, on va finir là-dessus pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Partagez bien sûr ce podcast s'il vous a plu, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour le 4e épisode de notre feuilleton Face au monde machine. Cette fois, on se plongera dans la première enquête menée par Pièces et main-d'œuvre et l'histoire de l'industrialisation à Grenoble. Allez, à la semaine prochaine. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.